Salut les amis et bienvenue dans la bibliothèque de l'étrange. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de mes meilleurs titres lus en 2025, de mes meilleurs 20 romans d'horreur que j'ai pu lire en 2025. En vérité, j'ai triché un tout petit peu parce que j'ai regroupé des auteurs afin de mettre vraiment tous les titres que j'ai beaucoup aimé cette année. Du coup, bon, j'ai dit que c'est 20 titres, mais en vérité, c'est un tout petit peu plus, un tout petit peu plus. Mais on verra tout ça dans les minutes à suivre. Je vais vous présenter ces titres plus ou moins en ordre chronologique. Bon, après, tout n'est pas en ordre chronologique parce que je me suis rendu compte que j'avais zappé quelques titres et je les remis après. Mais dans les grandes lignes, c'est ce que j'ai lu depuis le début d'année jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Fin de la parenthèse, commençons avec le premier titre qui se trouve sur cette liste des meilleurs titres d'horreur de l'année 2025. Eh bien, il s'agit du tome 2 de la saga des sorcières. L'heure des sorcières d'Anne Rice. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, c'est la suite directe du Lien Maléfique, le premier titre de la saga des sorcières. Du coup, si vous êtes curieux, si vous voulez découvrir la saga des sorcières, commencez par le Lien Maléfique. C'est un titre que j'ai beaucoup aimé, comme je vous disais. Cette fois-ci, on suit une autre lignée des sorcières de la famille Mayfair, disons une lignée secondaire, mais on verra au fur et à mesure que c'est pas vraiment secondaire dans les faits. Les personnages principaux du premier titre se retrouvent maintenant embarqués dans une autre histoire. Il devient en quelque sorte des personnages secondaires et il laisse la lumière des projecteurs d'autres personnages qu'on va découvrir au fur et à mesure. On découvre plus sur l'histoire de la chair, cet esprit qui hante les sorcières Mayfair, et c'est puissant. C'est puissant, on découvre bien des nouvelles facettes des personnages, on se rend bien compte que le bien et le mal sont les deux facettes d'une même pièce et on verra certains protagonistes sur un autre jour. Attention cependant, parce que il y a beaucoup de scènes un peu olé avec des personnages qui sont pas encore majeurs. Du coup, attention, gare à vous. J'étais un peu mitigée sur cet aspect-là, mais le reste du roman, tout ce que Anne Rice nous a offert par la suite, m'a fait adorer ce récit. Du coup, il se retrouve sur ma liste des meilleurs titres de l'année 2025. Deuxième titre sur cette liste, c'est Histoire courte de Junji Ito. Comme d'habitude, comme à chaque fois, quand je lis un titre de Junji Ito, je sais que je vais adorer, je sais que ça va être un des meilleurs titres de l'année. Cette fois-ci, on est devant un recueil de nouvelles diverses et variées. Tout est qualitatif, les planches magnifiques, le coup de crayon du maître de l'horreur japonaise, pas de doute, c'est très imagé, parfois un tout petit peu dégueulasse, comme Junji Ito a l'habitude de faire dans ses dessins et dans ses histoires. Mais j'ai adoré. Je pense que mes histoires préférées dans ce recueil ont été La lécheuse, qui est un peu yaki sur les bords, La chaise humaine, qui n'est pas une histoire originale, c'est une reprise d'un récit de Rompo Edogawa, une histoire qui va vous faire frissonner. J'ai adoré. J'ai pas encore lu l'histoire originale d'Edogawa Rompo, mais je pense que ça va me plaire. Et la troisième histoire de ce recueil que j'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire dédiée au maître Umezu. C'est un autre auteur de manga, c'est un autre maître de l'horreur. Il a écrit entre autres L'école emportée, que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et j'ai adoré voir ce sentiment d'admiration que Junji Ito porte à Umezu. J'ai adoré voir d'où lui viennent ses inspirations, des inspirations un peu morbides. C'est une histoire aux petits oignons que j'ai beaucoup aimé et du coup, je vous recommande chaudement ce recueil de nouvelles Histoire courte de Junji Ito. Maintenant, comme je vous disais, j'ai un peu triché parce que j'ai regroupé les titres d'un même auteur. Du coup, j'ai regroupé les titres de Clive Barker, mais c'est pas le seul auteur où j'ai magouillé un peu. Voilà, pour que vous sachiez. Du coup, je vais vous parler de deux titres de Clive Barker que j'ai adoré cette année. Hellraiser et Les livres de sang, tome 3. Mais commençons par Hellraiser. Hellraiser, c'est une valeur sûre pour ceux qui aiment l'horrifique. Dans cette histoire, on va suivre Frank. Frank, il a goûté à tous les plaisirs possibles et inimaginables, mais il en veut plus. Il veut dépasser ses sensations humaines. Du coup, il s'accapare d'une boîte qui cache un secret. Mais l'extase qu'il souhaitait acquérir grâce à cette boîte va ouvrir les portes du cauchemar et du coup, il va être aspiré dans le monde des Cénobites. Afin de revenir dans le monde des humains, il a besoin de l'aide de Julia, une femme qui sera prête à tout pour assouvir sa passion. Parfois, je dis que c'est un roman d'amour, entre guillemets, mais c'est de l'horreur pure et dure, avec des imageries puissantes
comme seulement Clive Barker sait très bien faire. Je vous le recommande chaudement. Si vous ne connaissez pas la plume de Clive Barker, n'hésitez pas à commencer par Hellraiser. En plus, cette édition que j'ai contient un entretien avec notre artiste, avec Clive Barker, où il dépeint sa vision de la création littéraire et de la création artistique en général. C'est très intéressant, il y a beaucoup d'informations qui permettent au lecteur de comprendre encore plus l'œuvre de Barker. Du coup, je vous le recommande. Et le second tome que j'ai mis ici, c'est le livre des sangs, tome 3, Confession dans linceul. Ici, on est dans un recueil de nouvelles très sombre, on est dans le splatterpunk, dans le macabre pur et dur. L'imagerie de Clive Barker est présente partout, présente dans les nouvelles qu'il a regroupées dans ce tome. On a des scènes qui ne font pas dans la dentelle, des scènes vraiment rachouilles et j'ai beaucoup aimé. Cependant, ma nouvelle préférée est Rawhead Rex. C'est un sort de conte où le folklore de la région, d'une petite bourgade, se mêle à la réalité afin de donner le chaos le plus total. J'ai adoré. Voilà, j'ai adoré, tout simplement. Et vous allez m'entendre dire cette phrase, j'ai adoré, pendant toute la vidéo, je pense. Quatrième meilleure lecture de 2025, c'est Le diable tout le temps. Ce roman, il est un peu particulier. Ici, on est dans l'horreur humaine, pure et dure. Les êtres qu'on va raconter tout au long de cette histoire sont pourris jusqu'à la moelle. Pas tous. Il y a quelques petites exceptions, mais la plupart des protagonistes qui nous sont présentés sont vraiment pourris de chez pourris. Ils ont des actions répréhensibles par la loi, ils ont des gestes déplacés et tous ceux qui croisent leur chemin vont souffrir. Cette histoire va se suivre sur 2 décennies, de 1945 jusqu'en 1965. Les chemins de nos protagonistes vont se croiser et recroiser à certains moments clés de l'histoire et on verra à travers leurs actions que la malice ne vient pas d'ailleurs, mais elle est bien présente, bien incarnée au sein de l'être humain. C'est l'humain qui est le pire ennemi de l'humain. C'est un récit sombre, c'est un récit qui dénonce beaucoup de choses, c'est un récit qui nous montre le pire du pire de l'être humain. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça serait mieux d'avoir la surprise de la découverte, ça serait mieux d'avoir une vision un peu vierge en rentrant dans ce roman. Je peux juste vous dire que c'est un roman sombre, c'est un récit qui mérite d'être découvert. Je vous le recommande chaudement. 5e tome, 5e meilleure lecture de l'année 2025. C'est Sommenval de Thibaut Evers. C'est un roman que j'ai eu la chance de découvrir grâce à un SP, à un service presse, mais ce récit m'a fait succomber à la plume de l'auteur. Il est maîtrisé, il est bien écrit, il est bien mis en page et un plaisir total de lecture. L'histoire, elle est vraiment happante, elle est vraiment entraînante. Le lecteur, il est ramené à l'intérieur d'une spirale infernale. Tout au long de cette histoire, on va suivre une jeune femme qui a tout perdu par le passé. Son petit frère, il s'est noyé sous ses yeux et à partir de ce moment-là, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'elle. Elle faisait des cauchemars, elle n'arrivait pas à surmonter la perte de son petit frère. Les années sont passées, elle a caché au fond d'elle ses traumas, mais maintenant le passé vient la rattraper parce que ce cauchemar devient de plus en plus réel. Son petit frère commence à l'appeler. Il y a des abominations qui sont présentes dans ses cauchemars et Eliana est au port de la folie. Elle n'a pas beaucoup de choix. Elle se décide de retourner à Sommenval, sa ville, sa bourgade d'origine, afin de découvrir ce qui se passe réellement. J'ai beaucoup aimé les inspirations que l'auteur il a intégrées dans son texte. J'ai trouvé un peu d'inspiration Silent Hill et un peu La Tour Sombre, je vous dirai pas plus. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce roman. Il est en auto-édition. C'est un roman qui mérite d'être découvert. Je vous le recommande chaudement. Sommenval de Thibaut Evers. Le prochain titre que j'ai beaucoup aimé, c'est Black Sheep de Rachel Harrison. Malheureusement, il n'est pas disponible en français, il est disponible qu'en anglais. Si vous lisez un peu d'anglais, n'hésitez pas à lui donner sa chance parce que l'anglais, il est assez accessible. Dans cette histoire, on va suivre Vesper. Vesper, elle a fui sa famille, elle a fui cet environnement étouffant, familial, qui cache beaucoup de secrets et elle a essayé à mener sa propre vie loin des manigances de sa famille. Cependant, son destin va basculer au moment où elle reçoit une invitation à un mariage. Sa meilleure amie d'enfance va se marier. Avec qui? Eh bien, avec son premier amour à elle, à Vesper. C'était
à la base son fiancé, son amour depuis sa jeunesse. Et Vesper, elle est un peu chamboulée par cette nouvelle. Cependant, elle veut être au mariage de sa meilleure amie. Elle veut être présente, elle veut être là pour elle. Elle se décide de rentrer à la maison et de faire face à son environnement. Il y a beaucoup de surprises concernant ce récit, je vous dirai pas plus, mais on a une ambiance un peu lourde, un peu fantastique, où le réel et le spirituel se regroupent. C'est un récit de cozy horror, il n'y a pas non plus beaucoup d'imagerie horrifique, puissante, mais le tout, il est bien maîtrisé. Parfois, les ficelles scénaristiques sont un peu prévisibles. J'arrivais à voir ce qui allait se passer, mais il est bien écrit. Du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir ce titre, Black Sheep. On va retourner maintenant à une horreur un peu plus humaine. L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. C'est un roman coup de cœur, puissance 10 000. Par le passé, j'ai lu Betty, c'est un de mes coups de cœur de l'année 2024 et cette fois-ci, L'été où tout a fondu fait partie de mes meilleures lectures de 2025. On a un petit pattern. Tiffany McDaniel ne déçoit jamais. Ce récit, il est très dur. Je vais pas vous mentir, c'est pas un récit à prendre à la légère, c'est un récit où la malice humaine est omniprésente. C'est un récit poétique qui nous attrape, c'est un récit poétique qui nous ensorcelle parce que la prose de Tiffany McDaniel, c'est une prose fluide, c'est une prose distinguée, je pourrais dire, mais qui touche la corde sensible du lecteur. Dans cette histoire, on va se retrouver dans une petite bourgade, sans histoire apparente. Le procureur de la ville, il va se décider un bon jour d'invoquer le diable. Il s'est dit, ok, si le diable existe vraiment, eh bien, je l'invite dans cette bourgade. Et, eh bien, notre petit diable va se décider d'arriver dans la bourgade. Il s'incarne sous les traits d'un petit garçon noir avec des yeux verts très sentient et on verra par la suite comment l'horreur humaine va surgir dans cette bourgade. C'est une histoire qu'on savoure, c'est une histoire où chaque protagoniste est incarné, où chaque protagoniste a l'air réel et c'est un récit qui va vous faire douter de la bonne âme humaine. Parce que tout ce qui se passe dans ce récit, à partir du moment où notre petit diable, entre guillemets, arrive, c'est impensable. Sans parler de cette fin qui m'a brisé vraiment le cœur. Je pense que Tiffany McDaniel, elle a encore frappé fort mon petit cœur qui s'est brisé encore une fois. Je vous le recommande. L'été où tout a fondu. On arrive encore vers un auteur que j'admire, que j'aime beaucoup, mon auteur préféré, Stephen King. Eh bien, ici, on va se retrouver avec 2 tomes de Stephen King, Carrie et Après. C'est 2 titres que j'ai adorés cette année, ces 2 titres coup de cœur qui m'ont frappé fort. Commençons d'abord par Carrie. Je pense que vous connaissez plus ou moins l'histoire de Carrie, notamment parce qu'il s'agit d'une histoire qui date d'il y a 50 ans. J'ai l'édition anniversaire des 50 ans et récemment, cette édition, elle est sortie également en France. Elle est disponible si vous voulez vous l'acheter. En bref, dans cette histoire, on va suivre Carrie, une jeune adolescente qui va faire face à la méchanceté de ses compères. Déjà qu'à la maison, c'est pas la joie parce qu'elle est élevée par une mère très croyante, une mère qui a une foi inébranlable et qui la menace de tous les feux de l'enfer. Eh bien, à l'école, sa vie, elle est toujours un enfer et un calvaire parce que les autres filles, notamment, s'en prennent à elle. Carrie, elle souffre-douleur de la communauté, du lycée, mais ça ne va pas durer longtemps. Notre Carrie, elle a une particularité. Elle a des pouvoirs télékinésiques, psychiques, et sa vengeance va être telle que tous ceux qui l'ont embêtée vont être punis. Je vous dirai pas plus, mais par contre, si vous avez jamais lu Carrie et que vous prenez la nouvelle édition avec la préface de Margaret Atwood, je vous conseille de lire cette préface à la fin parce qu'elle est vraiment spoilante. Du coup, si vous avez jamais lu Carrie, on vous spoil quasiment tout ce qui se passe à l'intérieur dans cette préface. Soyez avertis. Et maintenant, passons au deuxième titre de Stephen King que j'ai adoré dans cette année 2025. Il s'agit d'Après. Après, c'est l'histoire d'un petit garçon, c'est l'histoire de Jamie. Tout au long de ce récit, on va suivre le quotidien de ce personnage et on va voir à travers ses yeux le fait que les adultes n'y sont pas toujours ce qu'ils paraissent. On ne peut pas toujours leur faire confiance et Jimmy, il va se rendre compte ça très vite, notamment à cause de certains éléments qui vont se passer dans sa vie. Il faut savoir également que notre Jimmy, il a un pouvoir. Il peut voir les morts. Et ce pouvoir, il est parfois une bénédiction, mais dans la plupart des cas, c'est
une malédiction parce que il peut voir des choses atroces. Il peut voir les fantômes des personnes qui ont décédé dans des circonstances pas top top. Et du coup, il peut voir des membres, il peut voir des trucs déchiquetés. Bon, bref, c'est pas la joie pour un petit garçon. C'est un roman initiatique, c'est un roman plus ou moins dans la même veine que Joyland. Du coup, ne vous attendez pas à un truc d'épouvante pur et dur. Même si l'auteur, il nous indique que c'est une histoire d'épouvante, pas du tout. Pas du tout, c'est une histoire plutôt initiatique. Il y a des éléments horrifiques. D'ailleurs, petite mise en garde, si vous lisez la 4e de couverture et vous pensez que c'est ça qui va se passer tout au long du roman, eh bien, vous allez être déçus. Parce que ce qui nous a été décrit sur la 4e de couverture, c'est juste un mini fragment de ce qui va se passer dans cette histoire. C'est vraiment un petit moment de l'histoire de Jimmy et après, on va passer à autre chose. Certes, c'est un moment important, mais c'est pas tout. Ce roman, il ne se résume pas à ça. Bon bref, en tout cas, moi je l'ai dévoré. J'ai beaucoup aimé après de Stephen King. 9e titre que j'ai adoré lors de cette année 2025, c'est Il faut qu'on parle de Kevin, de Lionel Shriver. C'est une histoire très dure. C'est une histoire où la noirceur humaine est omniprésente. Elle est incarnée par un petit garçon, pas comme les autres. Cette histoire, elle va être écrite de manière épistolaire. La mère de famille, elle va raconter sa vie. Elle va raconter son quotidien avec son fils, Kevin. Elle va poser sur papier ses pensées les plus intimes, ses pensées qui sont adressées à son mari. C'est une histoire qui m'a fait passer par toutes les émotions possibles et inimaginables parce que j'ai bouillonné intérieurement en lisant ce roman. Notre personnage, notre mère de famille, c'est un personnage fort, c'est un personnage qui est passé par toutes les étapes de l'horreur à cause de son fils Kevin, qui n'est pas un garçon ordinaire comme je vous disais. On sait dès le début que notre Kevin, il a assassiné plusieurs de ses camarades. Et notre protagoniste, elle va essayer de comprendre, elle va essayer d'expliquer à son mari les causes qui ont mené à cet événement tragique. Elle va raconter plusieurs épisodes de sa vie, depuis le moment où elle est tombée enceinte de Kevin jusqu'au moment présent où notre Kevin, il est accusé de meurtre. Il y a certains moments où j'avais juste envie de frapper le père de famille, de frapper Franklin, parce que c'était inimaginable sa manière de penser. Il avait l'impression que son fils était la perfection incarnée et que sa femme, elle lui cherchait que des noises. C'était incroyablement énervant. J'ai détesté ce personnage et j'avais beaucoup de compassion pour cette mère de famille. En tout cas, je vous recommande Il faut qu'on parle de Kevin. Il a été également adapté en film, je ne l'ai pas vu, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Pareil, ici, j'ai triché un peu, j'ai fait un petit regroupement, surtout qu'il s'agit des 2 tomes d'une saga, la saga Bourbon Kid. Le cimetière du diable, tome 3, et le livre de la mort, tome 4. C'est 2 lectures que j'ai beaucoup aimé. Ici, on va retrouver notre personnage Bourbon Kid qui a la gâchette très rapide après avoir bu un verre de bourbon. Il fera des massacres partout par où il passe. C'est déjanté, il y a beaucoup de références à la pop culture et l'écriture, elle est très fluide. On sera en compagnie de plusieurs personnages phares de la série, notamment dans le tome 4, parce que le tome 3 est un sort de préquel de ce qui se passe avant le tome 1 et 2, mais il faut quand même lire les 2 tomes pour comprendre vraiment les événements. Bon bref, c'est tout un bordel cette histoire, mais c'est un bordel organisé. Si vous aimez les westerns, si vous aimez les histoires sanglantes où il y a beaucoup de meurtres, où il y a beaucoup de références à la pop culture, la saga Bourbon Kid, c'est fait pour vous. Je pense que ça pourrait vraiment vous plaire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré ce tome 3 et ce tome 4 de la saga Bourbon Kid. 11e titre que j'ai adoré cette année 2025, c'est Darkness, la noirceur de John Saul. Personnellement, j'ai opté pour le titre en anglais parce que j'ai adoré la couverture et parce qu'il était plus accessible que le titre français niveau prix, je veux dire. Mais vous faites comme vous pouvez, voilà. Je pense que jusqu'à présent, c'est le titre que j'ai préféré dans la bibliographie de John Saul. C'est un auteur chouchou que j'ai découvert lors de mon enfance, lors de mon adolescence. Et que ce titre, c'est une relecture. Je l'avais lu par le passé, mais je me rappelais pas tous les détails. Et en lisant ce roman, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je l'avais beaucoup aimé. C'est vrai qu'il m'avait beaucoup impressionné à l'époque. Et même maintenant, j'ai retrouvé cette sensation d'envoûtement. Déjà, le roman commence fort avec une scène très puissante qui m'a captivée dès le début. On a le rituel
qui se passe dans les marécages. La bourgade des Villejeunes n'est pas comme les autres. Il y a des personnes qui habitent dans les marécages et le reste de la ville garde un œil un peu sceptique sur les pratiques de ces gens-là. Par le passé, la ville des Villejeunes n'était pas très prospère, mais au fil des ans, elle commence à devenir de plus en plus riche, de plus en plus grande et les gens commencent à s'installer à nouveau dans cette bourgade. C'est le cas d'une petite famille. Le père, la mère et la fille vont s'installer dans cette bourgade. C'est pas chose anodine parce que le père et la mère de famille, ils ont déjà vécu lors de leur enfance dans cette bourgade. Ils vont revenir dans leur bourgade natale, notamment pour aider leur petite fille. Elle a essayé de sauter la vie parce qu'elle a des visions horribles depuis sa naissance. Elle voit des choses dans le miroir qui le hante et elle essaye de cacher. Mais en arrivant dans cette bourgade, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule à avoir ce genre de vision. À partir de ce moment-là, les choses vont se compliquer pour notre petite famille et la jeune fille va se retrouver au sein d'un complot qui est très bien ancré dans cette ville des Villejeunes. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, Darkness, la noirceur, c'est un titre de John Saul que je vous recommande chaudement. Un autre titre que j'ai adoré, c'est Lost Boy de Christina Henry. Ce titre, il a été traduit en français l'année dernière. Moi, j'ai eu la chance de le trouver en occasion en anglais. Du coup, je l'ai lu un peu avant sa traduction française. Mais si vous êtes intéressé, il est disponible dans les rayons, dans les librairies. Ici, on va être devant une réécriture sombre de l'histoire de Peter Pan. On va se rendre compte que Peter n'est pas le petit garçon gentil que tout le monde croit. C'est un personnage dépourvu d'âme. C'est un personnage qui a une emprise psychologique sur tous les garçons qui sont présents sur cette île et qui veut juste s'amuser. Quand il y a des décisions à prendre, des choses à mener à bien, même en ce qui concerne l'organisation, la nourriture de ces garçons et ses amis, eh bien, Peter, il s'évanouit. Il n'est pas là. Par contre, notre protagoniste qui raconte l'histoire est toujours là pour les garçons. Il est comme un frère, comme un grand frère et il essaye de protéger les autres arrivants des manigances de Peter. C'est une histoire très sombre, très triste, où on va voir que l'amour peut évoluer en haine, où on peut voir que les liens de l'amitié vont se défaire petit à petit à cause des décisions malveillantes d'un seul personnage, de Peter Pan. Je vous dirai pas plus, mais en tout cas, je vous conseille chaudement Lost Boy de Christina Henry. Un autre titre que j'ai beaucoup aimé cette année, c'est World War Z. C'est une histoire des zombies. Je pense que c'est la meilleure histoire des zombies que j'ai lue jusqu'à présent. Ici, on va voir les origines de la pandémie zombiesque jusqu'au moment présent. Du coup, on voit les débuts de l'épidémie, on voit le milieu, disons les actions qui ont été prises pour enrayer cette déferlance, pour enrayer cette épidémie zombiesque et on voit le moment présent où les nations essayent de se reconstruire, se réédifier et de gagner à nouveau en puissance. C'est une histoire très intéressante parce que la narration nous est racontée du point de vue des différents personnages issus des univers divers et variés. La parole est donnée aux survivants, du coup on a un sort de récit des vies. C'est très bien fait et du coup le personnage, disons l'enquêteur, c'est lui qui mène l'interview, il est un peu en retrait, on connaît même pas son nom, il laisse la parole aux survivants. C'est très intéressant, comme je vous disais, c'est le meilleur titre des zombies que j'ai lu jusqu'à présent et je vous le recommande chaudement. Un autre titre que j'ai adoré l'année dernière, c'est Meddling Kids de Edgar Cantero. Malheureusement, c'est encore un titre qui n'a pas été traduit en français, mais potentiellement, il pourrait l'être. Pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'il y a un autre titre de sa plume qui a déjà été traduit dans les pays francophones. Cependant, je pense que Meddling Kids est un cran au-dessus de ce titre qui a été traduit en français. C'est une histoire d'horreur cosmique, c'est une histoire un peu fantastique, farfelue, qui me fait penser à Scooby-Doo. C'est la référence majeure. Si je dois résumer en quelques mots le pitch de ce roman, je dirais que c'est l'univers de Lovecraft rencontre Scooby-Doo. Dans cette histoire, on va suivre un groupe de jeunes enfants, 2 filles et 2 garçons accompagnés d'un chien. Pendant leur enfance, ils ont capturé en quelque sorte un homme masqué qui faisait des siennes au sein de la région. Ils ont résolu le mystère et du coup, l'affaire a été finie. Cependant, 13 ans plus tard, ils sont toujours hantés par ce qui s'est passé ce jour-là. Ils se disent que quelque chose clochait parce que les cadavres, les objets des réquisites qu'ils ont vus, les pentacles, ils avaient l'air trop réels, trop réels. Du coup, nos personnages vont se réunir
pour une dernière quête. Mais quelqu'un manque à l'appel. Un des personnages est mort par le passé. Est-ce que notre groupe d'amis va réussir à résoudre, à élucider ce mystère? Vous allez voir si vous lisez Meddling Kids de Edgar Cantero. Comme je vous disais, c'est un récit d'horreur cosmique. Je peux vous le recommander, mais attention, il faut avoir un certain niveau en anglais parce que c'est un peu plus challengeante. Il faut être plus attentif. Vous savez, les romans d'horreur cosmique sont pas toujours faciles à appréhender. Il faut toujours être concentré à ce qui se passe à l'intérieur de ce récit. Il faut toujours présent à 100% parce que il y a des notions et il y a des éléments qui dépassent l'entendement. On a une horreur qui dépasse le cadre de l'imaginable. Du coup, comme je vous disais, c'est un peu challengeante. Soyez bien ancré dans votre lecture et normalement tout se passera bien. Voilà. Meddling Kids d'Edgar Cantero. 15e titre sur ma liste, c'est 5150 Rue des Armes de Patrick Sénécal. Enfin, j'ai lu ce titre de Patrick Sénécal et je l'ai beaucoup aimé. Ici, on va se retrouver en compagnie de la famille Beaulieu. Notre histoire commence quand le jeune étudiant Yannick Berubé fait la connaissance de la famille Beaulieu. Notre Yannick, il a un accident de vélo et du coup, il va demander de l'aide à la famille Beaulieu. Cependant, il va être témoin d'un incident fâcheux. Du coup, les Beaulieu vont le tenir captif dans leur maison. Entre un père de famille qui joue que par la morale, une mère de famille qui est très religieuse, très croyante, une petite fille qui est dans son monde imaginaire et l'aîné de la famille, Michel, qui a une vision très inédite d'elle-même. C'est un personnage qu'on va voir plus tard dans Alice de Patrick Sénécal. Je vous dirai pas plus, mais vous allez voir, vous allez découvrir si jamais ça vous intéresse. Eh bien, Yannick ne se sent pas à sa place. Il est témoin à des scènes familiales issues d'un autre monde. Il est témoin à des choses inexplicables. Et du coup, au fil des pages, il va nous raconter son histoire, il va nous raconter sa captivité. Mais son histoire n'est pas la seule qui sera racontée au fil des pages parce qu'elle sera entrecoupée l'histoire de la mère de famille, Maud, où on voit les débuts de ses relations avec le père de famille. On aura quelques visions d'horreur du quotidien de notre patriarche et le tout sera enveloppé d'une atmosphère un peu pesante, une atmosphère lourde, très lourde. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'est une histoire très dérangeante, c'est une histoire qui ne laisse pas indifférent et je vous recommande chaudement 5150 Rue des Armes de Patrick Sénécal. Prochain titre qui se retrouve dans ma liste des meilleures lectures de 2025, c'est le recueil de nouvelles Twice Cursed, 16 contes horrifiques. C'est une anthologie horrifique qui reprend des contes de notre enfance. Et si vous pensez que les histoires d'origine sont sombres, sont sanglantes, eh bien, vous n'avez pas lu encore Twice Cursed. Parce qu'il y a des histoires qui sont encore plus sombres que les contes d'origine. Et je pense notamment ici à l'histoire de Blanche-Neige racontée par Neil Gaiman. C'est limite cette histoire. Elle n'est pas faite pour être mise dans les mains des enfants. Parce qu'on parle ici de thématiques assez dures. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, je vous laisse le plaisir de la découverte. Mais c'est pas l'unique conte que j'ai adoré dans ces recueils de nouvelles. Il y a un récit d'Adam Neville qui s'appelle Les Anges de Los Angeles, qui est une sorte de préquel à Personne ne sort d'ici vivant. On retrouve plus ou moins la même idée. J'ai beaucoup aimé également Le Carrousel infernal, un récit de Joe Hill qui se retrouve dans son anthologie qui porte le même nom et que j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir. Il y a également l'histoire du confesseur de Sarah Pinborough. C'est une histoire qui a des références très puissantes à Hellraiser. Du coup, si vous aimez Hellraiser, je pense que cette conte va vous plaire. Et la dernière histoire que j'ai vraiment appréciée dans ce recueil de nouvelles, dans cette anthologie, c'est Une malédiction est une malédiction. C'est un conte un peu post-apo qui m'a fait penser à La Tour sombre. C'est un récit un peu sombre où l'humanité est plongée dans les ténèbres. Je vous dirai pas plus, je vous laisse le plaisir de la découverte, mais en tout cas, l'ensemble des nouvelles présentes ici dans cette anthologie vaut le coup. Je vous ai parlé vite fait des meilleurs récits selon mes goûts personnels, mais je pense que vous pouvez trouver votre préféré. Le 17e roman que j'ai beaucoup aimé, c'est le début d'une trilogie. Il s'agit d'Annihilation de Jeff Vandermeer. Il s'agit d'un récit d'horreur cosmique. Je vous ai déjà parlé dans mon top recommandation du récit cosmique, mais il fait également partie de mes meilleures lectures de l'année 2025. Dans cette histoire, on va se retrouver en compagnie d'un groupe de femmes, une équipe scientifique constituée que des femmes qui vont aller dans la zone X, dans l'area X. Cette zone
elle avance au fur et à mesure. C'est une zone où l'incompréhensible devient réel. C'est une zone où les plantes, où les humains subissent des transformations. On rentre, mais on ne ressort pas indemne. Toutes les expéditions antérieures se sont soldées avec des échecs, avec la mort des membres de l'équipe. Soit les gens, ils mouraient directement dans cette zone, soit à leur sortie, en arrivant à la maison, ils développaient des maladies, ils développaient des cancers et ils étaient morts dans les journées, dans les mois à venir. En tout cas, personne ne sortait indemne de cette zone X. Comme je vous disais, notre nouvel groupe est constitué de femmes scientifiques. Chacune a son rôle spécifique et notre protagoniste principal y est allé dans cette zone afin d'affronter ces démons. Elle va faire face à la flore et à la faune et elle va faire face aussi à ses démons intérieurs. C'est un roman introspectif, un roman qui ne plaira pas à tout le monde, mais un roman qui m'a beaucoup touchée, un roman que j'ai beaucoup aimé et je peux que vous le recommander. Voilà. Le 18 tome que j'ai adoré, c'est Inspection de Josh Malerman. Il s'agit du papa de Bird Box et cette fois-ci, je peux dire que j'ai adoré. J'ai adoré ce roman d'horreur qui est un peu farfelu sur les bords. Et je suis sûre que les dénouements ne plairaient pas à tout le monde, mais moi j'ai adoré, c'était marrant, c'était loufoque, c'est une horreur qui vous enveloppe, mais d'une manière inattendue. Dans cette histoire, on va faire face à une utopie. 24 garçons qui portent les lettres de l'alphabet, appelés communément les garçons alphabets, vont être élevés au sein de la forêt dans une institution créée spécialement pour eux. Ils sont loin de la jante féminine et le créateur de ce projet veut démontrer que ces garçons qui n'ont pas connu les femmes peuvent devenir des génies. En fait, selon ces théories, c'est le sexe opposé qui le développement de l'autre. Du coup, notre directeur, il va créer son utopie et il va essayer d'élever 24 génies. Ces garçons qui sont loin de toute la jante féminine connaissent rien de l'extérieur. Ils sont là depuis qu'ils étaient tout bébés. Chaque matin, ils subissent une inspection et ensuite, ils ont une journée scolaire normale en compagnie de leurs amis. Sauf que plus ils avancent en âge, plus ils se rendent compte que quelque chose n'est pas tout à fait à sa place. Il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment correct. Une ombre plane sur ce projet et on verra que les mensonges qui ont été tissés pour tenir à distance ces garçons de la gente féminine vont se briser petit à petit. Si vous voulez lire ce roman, si vous voulez vous aventurer dans cette utopie, je vous recommande de ne pas lire le 4e de couverture parce que c'est un peu spoilante. Je pense que ça, c'est le seul bémol du récit parce que en lisant le 4e de couverture, on a affaire à un élément qui apparaît à la moitié du roman. Vraiment, on est avancé dans le roman alors que cet élément nous est teasé dès le début et je trouve ça vraiment dommage. Ça casse un peu l'immersion parce que moi, je m'attendais déjà à ça. Mais vous faites comme vous voulez. Voilà, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous recommande chaudement Inspection de Josh Malerman. Le 19e roman que j'ai adoré dans cette année 2025, c'est The Buffalo Hunter Hunter de Stephen Graham Jones. Pour l'instant, ce titre il n'est disponible qu'en anglais, mais vu que cet auteur il est traduit en français, je pense qu'il va arriver bientôt, dans les années à venir en tout cas. Dans The Buffalo Hunter Hunter, on va être dans une histoire de vampires, mais dans une histoire qui se passe à l'époque de la création de l'Amérique. Ce récit, il nous est raconté d'une façon, disons, épistolaire à travers le journal d'un prêtre lutheran qui a fait la rencontre d'un Blackfeet, un Indien de l'époque. Ce Blackfeet, il a commencé à raconter l'histoire de sa vie. Il a commencé à raconter les horreurs par lesquelles sa tribu est passée. Les horreurs qui sont étroitement liées à la construction de cette Amérique. Une Amérique où les autochtones, les natifs, sont éloignés et où leurs terres sont arrachées par les Blancs. Au fil de l'histoire, on va se rendre compte que notre prêtre lutheran n'est pas blanc comme la neige. On va se rendre compte que le passé va le rattraper et que l'histoire de notre Blackfeet va être étroitement liée à la sienne. Je vous dirai pas plus, je vous laisse découvrir, mais c'est une œuvre vraiment intéressante. C'est une œuvre dans laquelle l'auteur ne nous prend pas par la main. Il y a des éléments des langages qui sont spécifiques à la tribu Blackfeet, à ses natifs, et du coup, on apprend au fur et à mesure, on déduit du contexte leur signification. C'est un récit dans lequel il faut être concentré, un récit dans lequel il faut être investi à 100% afin de comprendre tous les ficelles scénaristiques. Mais c'est un roman très complexe, c'est un roman émouvant que j'ai adoré. Voilà, The Buffalo Hunter Hunter de Stephen Graham Jones.
Et le 20e titre de cette sélection, le 20e roman que j'ai adoré, avant le petit bonus, parce que j'ai inclus un petit bonus, c'est Little Heaven de Nick Carter. Nick Carter, c'est l'auteur d'un de mes romans préférés, horrifiques de tout le temps, Troop 52. Cette fois-ci, il a encore frappé fort avec une histoire de secte. L'imagerie qu'il nous propose percutante, il fait pas dans la dentelle, on a des images, on a des visuels bien gore, bien puissants. Du coup, évitez de manger en lisant ce récit. Mon édition a des illustrations, je sais pas si c'est le cas pour toutes les éditions de ce roman, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Notre histoire débute comme une sorte de banale chasse à l'homme parce que la fille d'un de nos trois protagonistes a été kidnappée. Du coup, Micah, il va faire appel à ses compagnons de route, à Minerva et à Ebenezer, et ensemble, ils vont devoir faire face à une nouvelle aventure, à une nouvelle confrontation avec les horreurs qu'ils ont vécues par le passé. Parce que l'horreur qu'ils ont vécue dans la communauté religieuse appelée Little Heaven les hante toujours, les hante encore. Ces horreurs ne sont pas effacées au fil du temps, et maintenant, avec la disparition de cette petite fille, il paraît qu'ils vont refaire surface. Du coup, nos trois protagonistes vont devoir combattre leurs démons, ils vont devoir se allier et essayer de vaincre l'impensable. C'est une histoire d'horreur un peu gore, un peu trashue sur le bord, avec une imagerie puissante, avec des thématiques complexes qui seront titiller la curiosité du lecteur. En tout cas, moi je l'ai adoré. Et je vous recommande chaudement ce roman. Si vous savez pas quoi lire après Troop 52, Little Heaven, c'est une bonne option. Et pour finir, j'aimerais bien mettre un petit bonus, un petit chair de poule. La bête de la cave, tome 46 de cette collection Chair des poules. C'est un tome que j'ai beaucoup aimé. C'est un tome qui m'a donné des fausses pistes tout au long du récit. Je savais pas par où aller, je savais pas quelle piste suivre afin d'éclaircir ces informations. Mais finalement, j'ai beaucoup aimé, notamment le dénouement. Je pense que c'est un des meilleurs dénouements que j'ai lu dans un Chair des poules. Dans cette histoire, on va suivre un petit enfant qui a une mère bien étouffante. Elle ne le laisse pas jouer avec ses potes, elle est vraiment une maman poule et quand il a l'occasion de s'échapper, il le fait. Il va jouer avec ses potes dans une cour de récré, mais malheureusement, il va être frappé à la tête. À partir de ce moment-là, notre personnage principal, notre petit garçon, va commencer à entendre des voix qui viennent de la cave. Qu'est-ce qui se passe? Qui est à l'origine de ces voix qu'il entend? Eh bien, vous allez le découvrir en lisant ce petit chair de poule qui mange pas de pain. C'est un petit roman qui fait environ 120 pages. Ça coule des sources, l'écriture est fluide, une petite demi-heure et c'est plié. Voilà les amis, cette vidéo est à présent finie. J'espère que vous avez bien aimé ce que je vous ai proposé. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces titres ou si un de ces titres vous donne envie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2025. En tout cas, je vous fais plein bisous. Que les chats soient avec vous. Ciao tout le monde. Bisous.